Dominique. Bonjour Swan. Pourquoi ingénieur c'est important? Parce qu'effectivement ça veut dire que j'arrive à fonctionner de façon rationnelle. J'ai aussi fait des études en fac, j'ai fait une maîtrise de physique. Et là, en maîtrise de physique, on a appris une chose, si vous voulez, c'est qu'on ne sait rien. Ça, c'est la chose la plus importante que j'ai appris en 4 ans d'études de physique, c'est qu'on ne sait rien. On sait les choses à un certain point et on sait que demain, dans 50 ans, 100 ans, 1000 ans, on aura tout mis à la poubelle et trouvé autre chose. Ça, c'est quelque chose de fondamental qu'on peut essayer d'avoir. Alors donc, j'étais bien rationnelle, parce que les ingénieurs, on vous dit que vous êtes intelligents et que vous comprenez le monde et que vous en savez plus les autres parce que vous avez un bon QI. Donc j'étais avec ça, tranquille, je travaillais, et j'avais une sorte d'insatisfaction. Vous savez, la crise de la quarantaine, on se dit, à quoi je sers? Je travaille, d'accord, je gagne de l'argent, je suis reconnue socialement, mais j'avais une sorte d'insatisfaction de ma vie que je n'arrivais pas à formuler. Et puis j'ai eu la chance de tomber malade. Alors aujourd'hui je peux dire que j'ai eu la chance, à l'époque c'était abominable parce que je ne savais pas comment m'en sortir. La médecine allopathique chimique me faisait plus de mal que de bien. Donc j'étais devant un mur, cette espèce d'insatisfaction de la vie et la peur de la maladie, etc. Et sur mon chemin, j'ai été mis en relation avec des gens qui étaient dans un autre monde complètement irrationnel de la médiumnité. Et après ça, j'ai eu des preuves concrètes, si vous voulez, que j'arrivais à me guérir avec des choses qui étaient complètement irrationnelles. C'est-à-dire des guérisseurs qui ne me touchaient pas et ça changeait des choses. J'avais aussi des hémorragies, j'ai réussi un jour à les arrêter par la pensée. Donc c'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait autre chose que la rationalité, ce qu'on appelle la matière, la chimie, etc. Donc j'ai commencé à, devant l'expérience, parce que c'est l'expérience qui m'a montré qu'il y avait autre chose qui marchait, donc j'ai commencé à m'y intéresser. En même temps, si vous voulez, j'ai toujours eu une sorte d'aspiration vers des qualités de justice, de fraternité, et j'ai toujours été intéressée par le monde social, le monde politique, économique. Donc j'avais cette recherche d'autre chose, ce monde invisible que je commençais à percevoir et dont je voyais les effets, et aussi là, ce besoin de justice que je n'arrivais pas à mettre en relation, puisque la vie sociale, économique, c'est du concret, si vous voulez. C'est de l'argent, c'est un loyer qu'on n'arrive pas à payer, tout ça, c'est du concret. Donc j'avais tout ça et je faisais une sorte de grand écart entre le monde rationnel, le monde irrationnel, et puis un besoin intérieur de comprendre le monde, parce qu'un ingénieur, ça essaie de comprendre la vie. Donc j'avais tout ça, et puis il y a un jour, en faisant cette recherche un peu, vous savez, dans la vie, l'être humain recherche à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on veut aller quelque part, mais on ne sait pas où. Donc le tout, c'est de trouver son chemin, et je suis arrivée sur cette notion de spiritualité. Je ne suis pas du tout religieuse. Pour moi, la religion, c'est un carcan, et je ne supporte pas les carcans. Si j'ai besoin de penser. Si je suis d'accord, je suis d'accord. Si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais j'ai besoin d'avoir ma propre pensée. Donc la religion, ça ne me convenait pas. Et j'ai eu cette recherche de spiritualité. Et là, je suis tombée sur des livres de Benjamin Crème qui m'ont permis de faire ce lien entre la spiritualité et la vie économique, la vie sociale. Et là, comment dire, j'ai pu être debout sur mes deux jambes, c'est-à-dire sur le côté rationnel, concret, et sur cette aspiration spirituelle. Donc j'ai pu mettre les deux en phase, et c'est là où j'en suis aujourd'hui, si vous voulez. J'étais désespérée, si vous voulez, j'avais des médecins allopathiques, il y en a un qui me disait de prendre tel médicament, l'autre qui me disait mais ne le prenez pas, surtout malheureuse, vous allez vous esquinter, donc je ne savais plus où j'habitais. Et quand on est désespéré, si vous voulez, on enlève le carcan qu'on a autour de la tête, les œillères qu'on a, et on s'ouvre à autre chose. Parce que le côté ingénieur rationnel, si vous voulez, c'est un carcan, c'est une vision qui est assez étroite de la vie,
qui est très précise, très organisée, mais qui est assez étroite. Et après ça, c'est par l'expérience, mais j'avais une sorte d'intuition, si vous voulez. Parce que dans tout le monde irrationnel, vous avez le pire et le meilleur. Donc c'est vraiment une affaire de discernement. C'est-à-dire que vous avez des fumeux, vous avez des foireux, vous avez des gens extraordinaires, on a tout ce qu'on veut. Et à l'époque, j'avais déjà cette certaine confiance en moi, d'être capable de sentir si quelqu'un était foireux, fumeux ou correct. Mais j'ai connu et j'ai suivi des gens qui étaient assez fumeux. Parce que dans l'irrationnel, si vous voulez, c'est pas compliqué de dire n'importe quoi. Il y a des gens qui vous disent « je canalise Jésus, Melchisédek ». Bah oui, mais peut-être pas. Hein. Rien n'est prouvé. Donc là, c'est vraiment dans ce monde-là, si vous voulez, on a affaire à son propre maître interne et à son expérience de la vie qui nous dit qu'on essaye de comprendre est juste, faux, ridicule ou concret. Mais de toute façon, c'est un avancement d'un chemin personnel, c'est une voie personnelle. En fait, en somme, vous êtes écouté beaucoup plus votre sens intuitif. C'est ça, c'est-à-dire que j'ai dû mettre de côté toutes mes certitudes, oublier tout ce vocabulaire pseudo-scientifique et entrer dans un autre monde dans lequel on doit se fabriquer ses propres repères. Mais pour moi, vous savez, on a un être profond. Bon, cet être profond, on peut l'appeler l'âme. Bon, l'âme existe, ce qui est important, c'est que ce soit cet être profond qui guide la vie. Bon, et quand on vient en incarnation, si vous pouvez accepter qu'on est dans des cycles d'incarnation avec des réincarnations, on vient en incarnation pour faire quelque chose. D'accord ? Dans le travail, pour gagner sa vie, on acquiert un certain nombre de compétences. Moi, j'ai acquis des compétences de chef de projet. Mais avec le recul aujourd'hui, je vois que le but de ma vie, c'était pas être un chef de projet dans l'industrie. Ça, c'était un moyen de gagner ma vie, etc. Donc, j'étais en porte-à-faux entre ce que mon être profond voulait faire de sa vie et ce que j'en faisais. Donc ça, c'est une cause de maladie. Ça paraît évident. En plus, je réfrénais beaucoup. J'essayais trop de m'adapter au monde. C'est-à-dire, j'essayais trop de paraître ce que je croyais que le monde avait besoin de voir en moi. Donc, j'étais pas moi-même, j'étais quelqu'un d'autre. Donc, j'étais en porte-à-faux. Donc, vous voyez, pour moi, c'était ça, la cause de la maladie, c'était ça. Et je veux dire, la maladie, c'est un mur, quoi. Je veux dire, il y a un moment, quand l'instinct de vie pousse à résoudre, on résout le problème comme on peut. Donc pour moi, c'était ça, c'était l'incohérence entre ce que voulait mon être profond et ce que je faisais de ma vie. Et aujourd'hui, vous êtes totalement en alignement avec vous? Totalement, sûrement pas, mieux qu'il y a 20 ans. Sûrement pas, attendez, je suis pas... J'essaye de... Non, sûrement pas totalement, mais bien mieux, oui. Oui, bien mieux. Je suis heureuse, j'ai une sorte de joie profonde de faire ce que je fais. Ça me paraît évident que ma vie est beaucoup moins centrée sur mes propres problèmes. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas, j'en ai, mais ils sont beaucoup moins importants, ils prennent plus 95% de la place, quoi. Ils en prennent 5, 10, 15, ça dépend des jours. Donc oui, j'ai changé ma vie, j'ai changé comment je suis, je crois. Les autres vous diront pas forcément que j'ai changé, hein, mais bon, moi je change, je pense que j'ai changé ma façon d'être. Vous avez changé votre façon d'être, comment concrètement? Comment concrètement? Parce que je suis venue à faire ce pourquoi je suis là, c'est-à-dire parler des maîtres de sagesse, parce que, mon but d'incarnation, c'était ça. Et ça, je ne peux pas vous le prouver, mais je le sais intérieurement, si vous voulez. Chaque fois que j'essaye de faire autre chose, ça ne marche pas, et c'est vraiment ça que j'ai à faire. Donc, si vous voulez, ça donne une force intérieure. C'est-à-dire que quand on est aligné avec son âme, ça donne une force intérieure. Je veux dire qu'après, on a comme le repère qu'on a de ce qu'on fait de sa vie, c'est un repère intérieur, ce n'est plus un repère donné par les autres.
Et ça donne une force profonde. Les autres, ils peuvent toujours penser ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Moi, je suis cohérente avec moi-même. Aujourd'hui, c'est ce que je pense. Hein. Dans 5 ans, je peux changer d'avis, mais aujourd'hui, c'est ce que je pense. J'ai une amie, une fois, qui m'a dit, mais tiens, va à cette conférence, tu verras, l'énergie est très bonne. Puis, je fais assez confiance à la perception de cette personne, donc je me dis, bah écoute, j'y vais. Effectivement, je suis allée à cette conférence où j'ai entendu un monsieur qui parlait anglais, qui parlait des maîtres de sagesse, qui parlait de l'état du monde, qui parlait de justice, qui parlait d'équité, qui parlait de fraternité. Et le dimanche, j'ai vécu une expérience de méditation de groupe. Alors, j'avais déjà fait des méditations personnelles, plus ou moins en groupe, qui étaient ce que j'appelle des balades dans l'astral émotionnel, c'est-à-dire qu'on ferme les yeux et puis on rêvasse, donc ils sont tous sauf de la méditation. Mais dans cette expérience de méditation de transmission, là j'ai vraiment senti quelque chose d'important. J'ai senti l'énergie, ça a duré 1h30 à rester comme ça sans bouger, donc j'avais mal partout. Mais c'est une expérience qui m'a marquée. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que ce qui était dit était vrai. C'était une expérience personnelle, ça s'est passé un mois de mars-avril, et au mois de septembre qui a suivi, j'ai commencé à pratiquer de la méditation de transmission. Ça doit faire il y a 15 ans maintenant, et je n'ai plus jamais arrêté. Vous voyez, ça c'est une expérience concrète, c'est-à-dire que j'ai eu des recherches avec des groupes de médiums où je sentais qu'il y avait des choses qui me plaisaient, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas, on recherchait un peu trop d'argent, vous voyez, il y avait des trucs un peu foireux, un peu fumeux, un peu vaseux. Et puis, il y a un jour, j'ai trouvé ça et j'ai dit, bah, je ne me suis même pas dit, pour moi, ça a été clair que c'était ça mon chemin. Je ne vous dis pas que ça a toujours été facile, qu'il y a des moments où je suis pas revenue en arrière en me disant « Oh là là, j'aimerais bien faire autre chose ». Je veux dire, il y a eu des difficultés, mais avec le recul des 15 ans, oui, c'était ça que j'avais à faire. On a reçu Alexandre Guibert, que vous connaissez. On lit la même revue, Partage International, voilà. Exactement. Il nous a parlé également des maîtres de sagesse. Les scientifiques, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que l'univers évolue. On dit que l'univers a à peu près 14 milliards d'années, qu'au début, il y a eu une grande expansion de l'univers, qu'on a commencé à avoir des atomes d'hydrogène, et puis après qu'il y a eu de l'oxygène, du platine, etc. Donc la matière a évolué. On voit bien que la Terre, on vous dit au début, il y avait des amibes, maintenant il y a des végétaux, il y a des arbres, des chênes, et puis il y a des animaux, et puis il y a des animaux un petit peu pensants, il y a des humains. Donc on voit qu'il y a une complexification de l'univers qui va du très simple au très complexe. Donc les scientifiques disent qu'il y a une évolution. Les scientifiques disent aussi, certains disent, oui, mais c'est la matière qui évolue par la sélection naturelle. C'est-à-dire que le plus méchant, le plus adapté gagne et écrabouille les autres. Ça, c'est un point de vue d'évolution de la matière. Il y a les créationnistes aussi qui vous disent Dieu a créé le monde, hein, il a mis 7 jours, et puis il est assis sur un nuage avec une barbe, et puis le 7e jour, il s'est reposé, c'est comme ça. En fait, ce que disent les enseignements ésotéristes, si vous voulez, c'est qu'il y a du vrai dans les deux. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu, alors on peut l'appeler le Logos, peu importe, je veux dire, on n'est pas capable d'imaginer ce que peut être un tel être, d'ailleurs si c'est un être, mais qu'il y a une volonté, une vie avec un grand V qui pousse, comment dire, la création, la réalité à bouger. Il y a un mouvement en avant qui fait bouger, qui fait évoluer. Ça, c'est un principe qu'on peut accepter ou ne pas accepter, mais ça correspond, pour moi, ça correspond à une réalité. Pour l'être humain, si vous voulez accepter, vous voulez bien accepter que l'être humain se réincarne. On ne peut pas vous le démontrer, on pourrait passer des heures, je ne vais pas le faire, mais que l'être humain se réincarne et qu'au fil des incarnations, il évolue. Après, bon, je pose un certain nombre de points comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire évoluer? Il faut accepter aussi encore un autre axiome.
On connaît comment dire, les 3 dimensions de l'espace. Accepter qu'il y a une autre dimension qu'on appelle les différents plans de conscience. On a le plan solide, liquide, gazeux, et au-dessus il y a les plans éthériques, les plans astral émotionnels, le plan mental, boutique, etc. La science nous dit qu'on connaît à peu près 5% de la matière. Hein. Le reste, les 95%, ils appellent ça matière noire, énergie noire. On sait que ça existe, c'est 95% de l'univers, mais on ne sait pas le mesurer. On n'arrive pas à le voir apparaître sur un appareil avec... non, on ne sait pas. Mais on sait que ça existe. Et l'hypothèse, si vous voulez, que je vous propose, qui est l'hypothèse des ésotériques, c'est que cette matière noire, c'est les plans éthériques, c'est-à-dire ce qu'il y a au-dessus du plan physique qu'on connaît. Et que donc ces 95%, c'est l'univers invisible. Et que c'est aussi l'univers des causes, c'est-à-dire que notre corps physique, hein, lui, c'est une sorte de petit robot qui est actionné par ce qui existe sur les plans supérieurs, particulièrement l'âme et le soi. Donc ça, c'est une hypothèse que je vous propose. Une fois qu'on a compris ça, on voit le monde d'une autre façon. Si on admet qu'un être humain, c'est une âme en incarnation, ça change complètement le sens de la vie personnelle, le sens de la vie personnelle, parce qu'on se dit, attention, aujourd'hui je suis boucher, je sais pas quoi, électricien, etc. J'essaie de vivre ma petite vie, mais mon âme qui va se réincarner dans la vie d'après, qu'est-ce qu'elle voudrait que je fasse? C'est essayer de conduire sa vie à partir d'un point de vue qui est le sien, mais qui est plus élevé que son propre point de vue. Pour définir l'âme, on peut dire que c'est ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est vrai. On l'a tous. Ça peut être exprimé de façon artistique, scientifique, politique, économique, mais on a tous cette notion-là, et c'est ça qui doit guider notre vie. Alors, vous allez me dire, bon, mais alors on a un règne minéral, un règne végétal, un règne animal, un règne humain, et puis après, qu'est-ce qu'on a? Quelle est la différence, par exemple, entre un règne humain et le règne animal? Nous avons un corps animal, c'est-à-dire qu'on mange, on boit, on se reproduit, etc. Hein, on court, on vole. On a un corps animal très clair. Quelle est la différence entre un être humain et un animal? C'est le mental. C'est le mental, parce que l'animal a un germe de mental. Hein, il a un instinct, il a un germe de mental. Mais l'être humain développe complètement l'aspect mental. Et qu'est-ce qui donne à l'humain cette notion de mental? C'est l'âme. L'âme a un corps causal qui est situé sur le haut du plan mental. Qu'est-ce que doit faire l'humanité aujourd'hui? Elle doit passer du plan astral émotionnel des désirs, je veux une grosse bagnole, je veux beaucoup d'argent, j'ai peur de me faire attaquer, tout ce qui est désir émotionnel, elle doit passer de ça à une aspiration qui est mentale. Alors, quand on parle mental, souvent, on confond avec le petit mental rationnel, le petit vélo qui pédale, mais ça, c'est pas le vrai mental, ça, c'est le bas mental qui est complètement connecté, imbriqué avec l'émotionnel. Non, c'est avec le monde des idées, la liberté, la fraternité, toujours ce qui est bon, etc. Donc, l'humain doit passer de ce stade émotionnel, je veux dire, l'avidité actuelle de l'humanité, vers un stade mental de fraternité. Donc ça, c'est l'évolution du règne humain en général tel qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut être l'évolution d'une personne au fil des incarnations? La notion d'évolution, alors je vous ai parlé tout à l'heure des plans
hein, des plans de conscience. L'évolution, si vous voulez, et ça c'est vrai pour tout, c'est vrai pour n'importe quel atome, n'importe quel être, le plus grand des logos, la plus grande des galaxies, et peu importe, c'est qu'il y a une notion d'involution de l'esprit dans la matière, donc on descend dans les plans de conscience, et après on remonte. Et l'humanité, là, elle est en bas et elle remonte. C'est simplement ça. L'évolution de la conscience, c'est ça. C'est monter dans les plans de conscience. Pour l'humain normal moyen, c'est passer du plan astral émotionnel au plan mental. Après, ça revient à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, à laquelle je n'ai pas répondu, mais je vais y arriver. C'est qu'au-delà du règne, un minéral va évoluer pour un atome de minéral, hein, une monade de minéral va évoluer pour devenir un végétal, un animal, un humain, et après, eh bien, un maître de sagesse. Si vous voulez, il y a une destinée inéluctable de l'être humain, c'est de devenir un maître de sagesse. On peut mettre 1000 ans, on peut mettre 10 000 ans, on peut mettre 1 million d'années si on traîne des savates, mais on ira. Tous les enseignements des religions, si vous voulez, vous parlent d'une partie transcendance. Hein, vous dire, essaye d'aller vers le mieux. Et c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire, c'est monter aussi dans les plans de conscience, c'est une autre façon de le dire, et l'humain va devenir un maître de sagesse. Alors, qu'est-ce que c'est un maître de sagesse ? Une fois qu'on a posé que vous et moi, un jour, nous serons un maître de sagesse, ça pose déjà qu'un maître de sagesse, ça a été un être humain comme nous. C'est-à-dire qu'il a connu toutes nos catastrophes, tous nos drames, toutes nos joies, toutes nos peurs. C'est-à-dire qu'il connaît parfaitement la vie humaine, ses limitations, ses contraintes, ses difficultés. Hein, ça a été un humain avant tout. Hein. On peut avoir un petit peu une idée de comment ça se passe si prenez par exemple l'homme des cavernes. Vous voyez bien, entre l'homme moyen, français, espagnol, indien, etc., aujourd'hui, et celui qu'il y avait du côté des hommes de caverne, on a bougé. Quand même, on peut réfléchir plus, notre espace s'est ouvert, donc on a à la fois une capacité de réflexion mentale qui est montée, et aussi une vision plus large du monde. On passe aussi d'un homme de caverne qui était centré sur se reproduire, manger, dormir. Ah, sa vie, c'était ça, hein, l'homme des cavernes. C'était pas... Sauf qu'il y en avait quelques-uns qui étaient des artistes et qui dessinaient sur les murs. Hein, donc il y en avait quelques-uns qui étaient un petit peu au-delà de ça. Mais si vous prenez par exemple Einstein, Léonard de Vinci, prendre Bach, Mozart, donc vous voyez bien que ce sont des gens qui sont au-dessus de la moyenne, mais au-dessus de la moyenne, c'est pas forcément en dominateur, mais c'est en capacité d'exprimer ce qui est beau, ce qui est bon, des capacités artistiques, mentales, etc. Einstein, par exemple, vous voyez, l'être humain évolue. Et au fur et à mesure de son évolution, il commence par s'intéresser à sa propre vie matérielle. Hein. Après ça, il commence à vouloir maîtriser ses émotions. C'est un peu le cas de la très grande majorité des humains. Et après ça, il maîtrise le plan mental. C'est-à-dire qu'il monte dans les plans de conscience. Et au fur et à mesure qu'on monte dans les plans de conscience, si vous voulez, à la fois on affine ces véhicules, c'est-à-dire qu'on a des zones de matière plus fines, plus subtils, qui composent tous nos corps subtils, et à la fois on a une vision plus haute et plus large de la vie. Un maître de sagesse, en termes de conscience, peut projeter sa conscience à des milliers de kilomètres de là, il peut faire 100 choses ou 1000 choses en même temps. Donc il y a à la fois une notion de connaissance, d'omniscience, d'omniprésence, d'omnipotence. Hein, c'est le règne des immortels, c'est-à-dire qu'ils ont des corps immortels. Ils peuvent, projeter leurs pensées à 1000 km de là et se fabriquer quelque chose qui aura l'apparence d'un corps humain, d'un être humain, qui viendra vous serrer la main s'il veut. Donc c'est ça un maître de sagesse, c'est-à-dire un être
Vous prenez une peinture de Léonard de Vinci, pourquoi est-ce que tout le monde est baba devant ça, que 500 ans après, on trouve encore que c'est extraordinaire? C'est parce que Léonard de Vinci était presque un maître de sagesse. Donc il arrivait dans sa peinture à exprimer quelque chose de très profond qui attire encore tout le monde. Alors, la bonne nouvelle, si vous voulez, c'est que l'humanité n'est pas seule et que les humains qui ont évolué pour devenir des maîtres de sagesse, il y en a un certain nombre qui restent sur Terre pour guider l'évolution humaine. Alors, ça marche comment? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un corps physique, hein, mais on a aussi un corps éthérique, un corps astral émotionnel, un corps mental, un corps boutique. Et le corps physique, ce que les scientifiques croient la seule réalité, en fait n'est qu'un robot. C'est un robot qui exécute les ordres. Et quand, par exemple, une personne a sa conscience centrée sur le plan astral émotionnel, eh bien, ce robot est guidé par ses désirs. Je vais m'acheter une bagnole, je vais m'emprunter pour m'acheter une maison. Ça, c'est les désirs. C'est pas, donc c'est les petites vies élémentales du corps de désir qui guident le petit robot. Quand on monte dans les plans d'évolution, on est guidé par autre chose. Donc, je vais le dire autrement, si vous voulez. Ce qui fait qu'on va se lever pour aller travailler, vaincre les difficultés, avancer, c'est quoi? C'est l'énergie. Nous sommes, on connaît l'énergie chimique qui va faire qu'on a un corps à 37 degrés, etc. Mais ce qui fait le moteur de nos actions, c'est l'énergie qui arrive par nos centres d'énergie, les chakras, et qui, par le système glandulaire, etc., va nous faire agir. Et le rôle des maîtres de sagesse dans tout ça, c'est de distribuer les énergies sur la Terre. Parce que l'être humain, si vous voulez, quand par exemple vous avez des grandes découvertes scientifiques, c'est que les êtres humains ont réagi à de l'énergie scientifique. Dans le jargon, on appelle ça le rayon 5 de la science concrète, que ces énergies ont été envoyées sur Terre en grande quantité pendant 100 ans et qu'il y a plein de scientifiques qui se sont mis à découvrir la science. De même, pendant toute cette ère des poissons, c'est-à-dire les 2000 ans qui se sont écoulés, il y a eu une énergie qu'on appelle l'énergie de dévotion qui a été déversée et qui ont fait qu'il y a plein de gens qui partout ont fait des cathédrales, se sont mis à être religieux, etc. C'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire que les énergies qu'on reçoit, que l'humanité reçoit, ce sont ces énergies-là qui produisent les civilisations. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit tout s'effondre. Si vous voulez. Les partis politiques, il n'y a plus rien. Hein, des partis bien solides, le Parti socialiste, le Parti républicain, c'était solide, c'était ancré depuis 50 ans, puis du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Mais c'est ça qui se passe. C'est sûr que les énergies poissons qui soutenaient ces institutions, si vous voulez, elles s'en vont. Elles ne sont plus là. Donc les choses s'écroulent. Et il y a de nouvelles énergies qui arrivent, qui sont les énergies du Verseau, c'est le rayon 7, l'énergie du Verseau, qui est une énergie de synthèse. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir Internet qui relie tout le monde, on parle d'internationalisation, il y a des scientifiques qui coopèrent dans tous les pays, il y a des religieux de toutes les religions qui essayent de s'entendre, il y en a d'autres qui continuent à se battre, mais il y en a qui essayent de s'entendre. Ça, c'est une réponse aux énergies. Et le rôle des maîtres de sagesse, justement, c'est de doser ces énergies et de les envoyer là où il faut pour que ça bouge dans le bon sens. La compréhension que j'ai de l'existence des maîtres de sagesse, de leur présence et de leur venue très bientôt parmi nous au grand jour dans le monde, ça me rassure beaucoup. Parce que tout de même, on voit bien que dans la vie, si vous voulez, il y a des forces de l'accumulabilité, de l'accaparement qui font, qui drainent tout l'argent, toutes les richesses pour les faire remonter en haut. Hein, je veux dire, c'est une aspiration des richesses de tous les malheureux et les malheureuses qui travaillent dans le monde entier vers quelques, je ne sais pas combien, un millier de milliardaires qui font la pluie et le beau temps. Donc, et on voit bien qu'il y a une lutte entre des gens qui parlent de justice et des gens qui essayent de maintenir cet ordre. Et si je regardais le monde
sans avoir cette conviction intérieure, intime, profonde, qu'il existe des maîtres de sagesse et qui vont se faire connaître, j'aurais peut-être une vision plus pessimiste de la réalité. Quand on dit que les maîtres de sagesse sont là pour guider l'évolution de l'humanité, l'évolution en conscience, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit qu'on monte sur les plans de conscience, mais en même temps, on prend de la responsabilité. Pour évoluer en conscience, si vous voulez, la première des choses, c'est de prendre ses propres décisions, d'être responsable de ses actes. Donc, ça veut dire que l'humanité va être responsable de ses actes et c'est l'humanité qui va se remettre sur le droit chemin. Donc, ne pas croire que demain, parce que les maîtres de sagesse vont venir, tout va changer comme ça. Non. Ce qui va se passer, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui ressentent qu'on marche de travers. Ça commence à se savoir pour l'écologie. Hein. Non, je veux dire, il y a deux volets sur lesquels on doit évoluer. C'est à la fois la sauvegarde de la planète, l'écologie, et deuxièmement le partage des ressources mondiales, la justice. L'écologie, je crois que la conscience, elle est vraiment maintenant partout. On a juste à passer à l'action réellement, mais le concept est ancré. Le partage et la justice, pour l'instant, on en parle un petit peu, mais on est beaucoup moins en avance. Ce que disent les maîtres de sagesse, c'est que l'urgence absolue de l'humanité, c'est de régler ces deux points de vue. Ils ne sont pas là en train de venir pour nous dire d'aller à la messe, d'instituer une nouvelle religion qui va nous sauver. Ils sont là pour nous dire de résoudre les problèmes de l'humanité. Parce que si on ne résout pas les problèmes écologiques et les extrêmes tensions qui sont liées aux injustices, on va à la fin de la vie sur Terre. Les maîtres de sagesse, bon, la première des choses, si vous voulez, comme ils sont responsables de l'évolution humaine, la première des choses qu'ils nous disent de faire, c'est de sauvegarder la vie sur Terre. C'est-à-dire que si l'injustice est telle qu'il y a des conflits armés mondiaux avec des nucléaires, 20 000 têtes nucléaires, on met la fin à la vie sur Terre. Donc pour eux, l'urgence absolue pour l'humanité, c'est de régler ce problème-là. Alors ça, c'est pour expliquer. Hein. Deuxièmement, l'évolution d'une personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a beaucoup aujourd'hui de techniques, d'évolution personnelle, de travail sur soi. C'est une des grandes bénédictions de ce moment-là où chacun peut chercher à trouver sa propre voie de progrès. Ce que dit l'évolution tout de même, si vous voulez, c'est que l'évolution, c'est quoi? C'est parler, j'ai dit on monte sur les plans de conscience, et deuxièmement, on élargit sa sphère d'influence. C'est-à-dire qu'on passe de quelque chose de centré sur soi, de résolution de ses problèmes, à une sphère plus large du collectif. Quand vous avez un Mozart, il travaille pour le monde entier. Il ne travaille pas que pour lui. Bien sûr, il avait un ego, il sortait, il dansait, peu importe, mais son principe fondamental de vie, ça a été de laisser une œuvre derrière lui. Les grands hommes, c'est ça, ou les grandes femmes. Je veux dire, les Marie Curie, c'est pareil. Elles laissent une œuvre derrière elles. Et la meilleure façon de régler ses problèmes personnels, c'est de servir le monde, c'est-à-dire d'aider le monde. Parce qu'à ce moment-là, déjà, on se met en ligne avec sa propre âme. Hein. Donc, on reçoit l'énergie de l'âme et ça permet de bouger. Et en même temps, quand on s'occupe du monde, si vous voulez, on diminue son intérêt pour ses propres problèmes. L'énergie suit à la pensée. Donc, quand on passe son temps à s'occuper de ses propres problèmes, ils prennent une place extraordinaire. Donc, oui pour le développement personnel, mais pas que ça. Cela dit, les maîtres de sagesse vont aussi s'occuper du développement personnel des personnes. On a eu un certain nombre d'enseignements, qui est l'enseignement du soi qu'a donné Maitreya, et qui dit « Votre seul maître, c'est vous. Ne suivez personne, ne suivez aucune idole, ne me suivez pas pour ce que je suis. Acceptez mes idées si vous êtes d'accord, autrement refusez-les. » Donc il y a un enseignement sur le soi. Maitreya nous dit que la première des choses à faire pour résoudre ces problèmes, c'est l'estime de soi.
On est un soi, on est une étincelle divine, il n'y en a pas un qui est le mieux, c'est être soi et surtout pas copier les autres. Donc ça, c'est un enseignement personnel. Ce jour de déclaration, si vous voulez, chacun va être en connexion avec son âme et commencera à obtenir sa propre valeur en fonction de ses critères et non pas en fonction des critères des autres. Donc, ce sera, à mon avis, à la fois sur le collectif, parce qu'il nous dira de changer notre route d'être humain et de partager les ressources mondiales et nous occuper de la planète, mais en même temps, il nous donnera à vivre une expérience de reconnaissance de nous-mêmes, qui sera une expérience personnelle. Oui, je fais des radios, je fais des émissions de radio, où on parle des maîtres de sagesse, je fais aussi une revue de presse, oui. On parle toujours un petit peu des mêmes sujets, vus sur des angles différents. C'est toujours de parler des maîtres de sagesse, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être sous l'angle de l'évolution humaine, parce que nous évoluons vers le règne des maîtres de sagesse. Ça peut être aussi sur le thème de la méditation. Ça peut être aussi sur le thème du service. Pour évoluer, si vous voulez, il y a 2 méthodes et seulement 2 méthodes. C'est très simple. La première méthode, c'est le service, c'est aider le monde de façon désintéressée. Deuxième méthode, c'est méditer. Il n'y en a pas 3, il n'y a pas une troisième. Le développement personnel, ce n'est pas une méthode d'évolution personnelle. C'est une méthode de résolution de ses problèmes, qu'on peut repeindre sa maison, etc. Mais l'évolution réelle, c'est soit la méditation, soit le service au monde. Il n'y en a pas d'autre. Donc ça peut être des émissions comme ça, ou aussi essayer de comprendre vers quoi évolue l'humanité dans son ensemble. Et ça, j'en ai dit un petit mot ensemble, c'est un petit mot tout à l'heure, c'est vers le sens de plus de fraternité. Et aussi vers, comment dire, une sorte d'abandon des anciennes institutions, le chef, la personne qui connaît la vérité, le religieux qui va vous dire ce qu'il faut faire de votre vie, et aussi vers plus de responsabilité, d'autonomie. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui, dans le monde entier, si vous voulez, au niveau local, international, se prennent en main pour changer le monde. On est dans une époque passionnante, hein. Très difficile mais passionnant. Ça dépend de quel côté on la regarde. Pour les personnes qui entendent parler d'un maître de sagesse, c'est complètement abrupt, donc se dire que ça existe peut-être. Et puis après, tenter l'expérience, peut-être lire des livres de Benjamin Crème, parce que ce sont des livres qui sont très faciles à lire et qui ont en même temps, les termes sont très, très compréhensibles, et qui en même temps ont une réelle profondeur. C'est-à-dire que j'ai lu par exemple les livres L'émission de Maitreya, je l'ai lu 10 ans après et j'ai découvert des choses. Alors que le langage reste toujours aussi simple, mais ma compréhension du monde s'est beaucoup affinée. Qu'est-ce que je peux dire aux personnes? Donc effectivement, c'est important d'aider le monde, là où on peut, dans sa municipalité, dans son immeuble, dans son parti politique, dans sa chorale, etc. Mais faire quelque chose pour le monde autour de soi. Si je devais prendre un livre et recommander ça, ce serait celui-là.